Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Voilà, me voilà de retour, comme à l'accoutumée. Je viens avec une capsule pour les lettres A et les A et A, S1 concernant la typologie des textes narratifs. Si toutefois vous avez besoin de formation en ligne, n'hésitez pas à m'écrire euh, sur WhatsApp pour les formations en ligne. Sinon, si vous souhaitez rejoindre ma communauté, moyennant une somme symbolique de 1 €, ça serait sympa de votre part pour donner un soutien à cette chaîne. Et il y aura des examens selon votre guise, des exercices corrigés. Le niveau 1, il y a beaucoup d'exercices corrigés, quelques examens. Le niveau 2, il n'y a que des examens corrigés. Et pas plus tard qu'il y a une semaine où j'avais posté des exercices concernant la morpho, mais aussi un exercice concernant la morpho-syntaxe, l'initiation à la traduction, le- comment on appelle ça, analyse de roman, et puis examen de lexicologie. Voilà. On commence sans plus tarder avec une partie que j'ai piquée d'un examen. Qu'est-ce qu'une situation d'énonciation est identifiée là dans les textes ci-dessous. Donc bon, s'il vous plaît, la situation d'énonciation, elle est très facile. Ça veut dire que quand vous venez apporter un énoncé, vous dites quelque chose avec une ligne, 2 lignes ou 3 lignes ou un petit paragraphe, il faut savoir que c'est quelle situation. La situation, c'est plus ou moins le contexte. Qui parle à qui, où, comment. Ce sont ça les indicateurs d'énonciation qu'il faut citer. C'est très simple. Donc, si l'exercice tombe comme ça, parce c'était le cas il y a 2 ans, n'hésitez pas à cartonner à fond. Parce qu'il faut savoir aussi comment travailler, s'il vous plaît. N'essayez pas d'apprendre tout par cœur pour rien. Donc, la situation d'énonciation, moi, je vous l'ai mis simplement en jaune. Je ne vais même pas vous la décrire. C'est à vous de l'écrire avec un français très basique. C'est qui, à qui, où et quand. Ça veut dire ils sont où les réponses dans le texte par rapport à ces 4 questions. Qui, à qui, où, quand. Donc, il n'y a pas plus facile pour qu'est-ce que la situation d'énonciation. D'accord? Maintenant, on va identifier le cas ici. Ici, pour le qui, c'est le narrateur, c'est je. Le narrateur, je. Donc, vous ajoutez je si vous voulez. Par la suite, le destinataire. Je te pleure, Rosalie, depuis l'aube. Et vois-tu mon état 4 heures après? Négligé, voilà maintenant 10 jours. Et toi, tu surgis pour me dire notre union n'est qu'illusion. Comment oses-tu? Donc voilà, il s'adresse bien sûr à Rosalie. Le destinataire, c'est Rosalie. Et puis le lieu, on ne sait pas, c'est ici, mais vous pouvez le zapper parce qu'il n'est pas écrit d'une manière explicite, mais vous pouvez toujours mettre lui ici. Et quand, c'est là où il faut un petit peu faire travailler vos ménages. Regardez, je te pleure depuis l'aube. L'aube, c'est bien avant le lever, presque le lever du soleil. Et au lever du soleil, après, et vois-tu mon état 4 heures après? Vois-tu mon état? Regarde mon état 4 heures après. Donc, après l'aube, 4 heures. Donc, vous comprenez que c'est le matin et vous balancez le matin. Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas plus simple que la situation d'énonciation. Maintenant, là où on vous dit, c'est que est-ce que c'est une énonciation coupée ou ancrée? Là, vous allez rester baba. Ah, oh. Oui, oui, est-ce que c'est une énonciation coupée ou ancrée? Là, ce sont 2 concepts qu'il faut juste comprendre et c'est aussi simple. La situation ancrée, ça veut dire qu'elle est vraiment cristallisée, fossilisée. Elle a mis ses empreintes et ses griffes dans le texte. On les voit. On ne peut pas comprendre le texte si tu ne me dis pas qui, à qui, ou où et quand. Sinon, je ne pourrais pas saisir la portée et encore moins, tout simplement, la compréhension du texte. Donc, puisque c'est quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un, donc il faut qu'il y ait quelqu'un ici. Je ne peux pas dire pleure, pleure depuis l'aube. Vois mon état à 4 heures. Donc, j'ai bien besoin d'un jeu parce qu'il y a une personne qui s'adresse à une autre. Sinon, le texte n'aurait pas de sens. Et bien, c'est ça l'énonciation ancrée. D'accord? L'énonciation ancrée dans ce texte, c'est ça. Elle est ancrée parce que sans les indicateurs d'énonciation qui, à qui et que, je ne peux pas comprendre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, dites si l'énonciation est coupée ou ancrée. Ancrée ou coupée. Donc ici, je te pleure, j'ai besoin du je, j'ai besoin de qui parle, et j'ai besoin de à qui il parle. Et pour comprendre le reste de la phrase ou de sa souffrance, j'ai besoin de quand il dit ça.
Et donc, puisque ces éléments sont importants dans le texte pour qu'il ait un sens, je dirais que c'est une situation d'énonciation ancrée. Parce que, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans le texte, on ne peut pas comprendre sans savoir qui parle à qui, et ainsi de suite. OK? Donc, dans ce texte, elle est ancrée. Dans ce texte, je vous ai mis un autre exemple, parce que dans l'examen, il ne l'a pas mis, pour comprendre la différence. L'avion décolla, laissant une foule noire de monde contempler, bien que le ciel fût brumeux. Donc là, je suis désolé, je n'ai pas besoin que tu me dises qui parle à qui. Il n'a pas besoin ici, personne ne s'adresse à personne. Et je n'ai pas besoin que tu me dises où et quand. Donc on peut deviner le lieu parce que c'est l'aéroport, puisque tu me dis que l'avion décolla. Mais tu n'as pas besoin de me le citer. Et tu n'as pas besoin de me citer est-ce que c'est le jour ou la nuit ou quoi que ce soit. Parce que le texte est compréhensif sans les indicateurs d'énonciation. Donc l'énonciation a été coupée, retirée, parce qu'on comprend l'énoncé. Tout simplement. Donc, je suis désolé, il n'y a pas plus simple que ça. Donc, vous dites qu'ici, il s'agit d'une énonciation coupée parce qu'on comprend l'énoncé, sans avoir besoin de connaître le destinateur de l'énonciation. Ça veut dire le sujet, puis à qui il s'adresse, et ainsi de suite. OK? J'espère que c'est clair pour vous, parce que c'est clair pour moi. On avance? Allez. Maintenant, je vais voir le statut du narrateur. Il y a des gens qui me posent la question sur la focalisation, le point de vue, le statut. Le statut du narrateur, ça veut dire quel statut? Il écrit une histoire, d'accord, très bien, il l'a écrit. Mais est-ce qu'il parle de ce qu'il a écrit, Est-ce qu'il le raconte simplement? Ça ne le concerne pas. Il est extérieur. Ça veut dire, c'est comme vous et moi. Juste, il y a le texte, il raconte, le pronom personnel serait il ou elle, ou je ne sais pas moi, et il va raconter l'histoire sur quelqu'un. Il peut même prendre son histoire à lui et la raconter à la troisième personne du sujet. Mais l'essentiel, lui, il sort du texte. Il est simplement narrateur. Maintenant, quand vous le trouvez à l'intérieur du texte, il y a deux possibilités. Soit il est le personnage principal, c'est le narrateur et personnage. Donc personnage quoi? Personnage secondaire ou personnage principal? Donc, dans la situation du narrateur personnage, il y a deux cas. Soit il est vraiment le personnage principal, le héros de l'histoire, et il raconte son histoire à lui en tant que héros, soit il la raconte en tant que juste personnage secondaire, mais l'histoire tourne autour de quelqu'un d'autre avec lui. La focalisation, donc je vais vous laisser lire le texte par la suite, mais moi je vous l'explique comme ça, c'est que ça dépend de ce que vous dites. Ça dépend de ce que le narrateur dit. La focalisation, bien le point de vue. Le point de vue, ça veut dire sous quel angle moi je raconte. Est-ce que je suis extérieur à tout ce qui se passe devant moi et je vous le raconte? Si je suis extérieur et je raconte, je suis navré, mais qu'est-ce que je vais dire à votre avis? Je vais dire toutes les choses qui sont visibles. Elle s'assoit, elle se lève, elle sort, elle rentre. Ce que vous aussi, vous pouvez voir si vous étiez là. Donc tout ce qui se passe devant vous, vous êtes comme des spectateurs dans un théâtre. Vous êtes extérieur. Vous voyez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans la tête des personnages. On appelle ça un point de vue externe. Vous racontez que ce que vous voyez. Lorsque, si jamais vous savez même un personnage, comment il raisonne, qu'est-ce qu'il prépare, qu'est-ce qu'il cogite, qu'est-ce qu'il a comme idée derrière la tête, là, vous dépassez les limites. Vous n'êtes pas en train de juste de nous raconter ce que vous voyez, mais vous savez pertinemment ce qui se trame dans la tête d'un personnage, un seul, pas les autres. Un personnage, vous savez tout ce qui se passe dans sa tête. Vous dites que c'est interne. Parce que vous êtes à l'intérieur d'un personnage. Si cette situation de personnage 1, vous l'appliquez aux autres, et vous êtes à l'intérieur de toutes les têtes, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur? Eh bien, ce sont les verbes que je vois dans la phrase qui vont me dire est-ce que c'est une focalisation interne ou focalisation omnisciente. Ça veut dire que vous êtes au courant de tout ce qui se passe par rapport à tout le monde. Comment? Je vais vous donner un exemple simple. Il pense, il se dit qu'il n'est pas très intéressant de préparer ceci ou cela. Il est en train de réfléchir à préparer un cours. Ça, ce n'est pas visible ce que je suis en train de dire. Il est là debout. Il regrette amèrement ce qu'il a fait. Et il ne sait pas comment il va aborder le sujet avec son... Elle ne sait pas comment elle va aborder le sujet avec son mari.
Mais ça, ce n'est pas visible. Je suis désolé, ça c'est interne. Donc si c'est par rapport à un seul personnage, vous dites interne. S'il dit ça, elle pense, elle prépare, elle est en train de réfléchir, elle est en train, ça la travaille, ça l'arrange, cette idée-là la rend triste et la rend malheureuse. Elle n'arrête pas de penser jour et nuit par rapport à tous les personnages. Ils commencent à parler comme ça veut dire que vous savez ce qui se passe et vous êtes comme l'œil de Dieu. Ça veut dire que vous savez ce qui se passe dans la tête de tous les personnages. Donc vous êtes, c'est une focalisation omnisciente. Maintenant, s'il vous plaît, d'un paragraphe à l'autre, la focalisation et le point de vue peuvent changer. N'allez pas croire que tout le roman va être externe, interne ou bien omniscient. Là, je peux juste écrire deux petites phrases où je suis externe et top, je plonge et je deviens interne. Parce que le personnage dont je parle, je suis interne. D'accord? Je peux prendre un paragraphe où il y a trois personnes et je sais que ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils pensent ces trois personnages. Donc ici, il y a une focalisation omnisciente. Donc il ne faut, c'est pour ça que dans le texte, il va falloir regarder le texte dans sa globalité pour savoir quel type de point de vue ou de focalisation. Allez, donnez le statut et le point de vue du narrateur. Question 3. Madame Vauquier, née de Confiance, est une vieille femme fourbe, comme son fils qui, depuis 40 ans, elle tient à Paris une pension bourgeoise établie sur 9, rue Neuve-Saint-Geneviève, Geneviève, pardon, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Donc ici, il est en train juste de narrer, le statut c'est un narrateur, il narre, et puis par la suite, il y a quelque chose qui me tique. Lorsqu'il dit une vieille femme, vous n'avez pas besoin d'être un érudit ou bien un savant ou bien quelqu'un qui a une boule de cristal pour savoir que c'est une femme qui est vieille. Donc vous allez me dire, c'est visuel, je suis externe, je la vois, elle est vieille. Très bien. Mais il dit fourbe, elle est son fils. Donc la fourberie, c'est un caractère. C'est quelqu'un qui manipule, qui est hypocrite, qui calcule d'une manière sournoise pour pouvoir atteindre son point, son objectif. Donc ça, c'est un type de caractère qui est interne au personnage, aux deux personnages, et donc on dit qu'elle est omnisciente parce qu'il sait déjà comment il est le caractère de ces personnages, quelque chose qui relève de l'intérieur des deux personnages. Donc regardez juste le mot fourbe, comment il fait basculer le texte. Donc on dit omniscient. D'accord, le point de vue. Ça tue. Aujourd'hui, maman est morte, on peut dire hier, et je ne sais pas, cette mère qui pensait à nous plus qu'à elle. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Bon, bref. Donc c'est un narrateur, il narre, on a ici qu'un seul personnage, donc est-ce qu'il sait quelque chose par rapport à l'intérieur de comment elle raisonne, comment elle pensait sa mère? Elle qui pensait à nous plus qu'elle pensait aux autres. Donc regarde, il sait même comment pensait sa mère. C'est une femme qui pensait à nous. Il sait qu'elle pensait à eux plus qu'elle pense à elle-même. Donc ici, il y a une focalisation interne puisqu'il maîtrise le personnage et l'intérieur du personnage. Vous avez compris comment ça va être comme une lettre à la poste. Très facile. On y va. Donnez le statut, le point de vue du dernier. La petite ville de Vervières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches avec leurs toits pointus, des tuiles rouges s'étendent sur la pente patati patata, dans des touffes de vigoureux châtaigniers. Bon, bref, il est en train de me dire quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qu'il voit. Il dit ce qu'il voit. Donc, tant que vous êtes dans ce registre-là, ce qu'il voit, vous balancez externe. Narrateur, point de vue externe. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Alors, venons au type de texte. Je vous laisse encore lire le texte. Les types de texte, s'il vous plaît, il y a plusieurs types de textes. Vous ne pouvez pas les maîtriser sauf si vous les avez sous les yeux. Ça dépend du texte. On peut être dans la narrative, on peut être dans le récit, on peut être dans le descriptif. Ça dépend des petits textes qu'il va soulever. Dans un texte narratif, un roman narratif où il narre, il peut faire shploum. Et vous balancez un petit paragraphe où c'est un texte descriptif parce qu'il va s'arrêter sur ça. Il va commencer à décrire le paysage, le quartier, les maisons et ainsi de suite, ou bien un personnage. Donc ça peut être aussi un texte descriptif puisqu'il est intégré à l'intérieur du récit. Ou bien un texte argumentatif où il va prendre la parole pour argumenter par rapport à un point de vue. Donc les textes sont mélangés. Ok, il faut juste être capable de faire la différence entre eux. Puis,
Il y a aussi le contenu, comme je l'ai dit ici, ou l'atmosphère, le cadre qu'il crée. Cela nous rapproche de l'ambiance dans laquelle il nous met lorsqu'on lit ou regarde l'œuvre. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous renvoie, ce texte-là? Qu'est-ce que ça nous renvoie pour pouvoir connaître de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il me renvoie? Est-ce qu'il me renvoie des sentiments? Il est en train de parler de quelque chose? Ou bien il est en train juste de me décrire ce qu'il raconte? Ou bien il est en train de me pousser à être d'accord avec lui pour savoir est-ce que c'est un texte argumentatif, narratif, juste un récit? Ou bien, je ne sais pas moi, juste descriptif sur la description. Ce sont les descriptifs concernant les types de textes. Donc, les genres, c'est les genres, donc d'accord, tu as un texte, mais tout le texte. Je vous demande d'écrire un texte qui va prendre, par exemple, il y a un texte très lent qui fait 40 pages. Oui, le texte, tu l'as écrit avec plusieurs façons différentes. Mais le tout, c'est quoi? C'est ça le genre, le tout, c'est quoi? C'est le genre. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est un poème? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est une thèse? C'est une thèse de 90 pages. Donc c'est ça le genre. Donc je vous ai mis ici quelques genres, types et genres. Ça peut être narratif, explicatif, argumentatif, descriptif, injonctif, désordre et tout ça. Mais les genres, ça peut être, je sais pas moi, un truc, un texte publicitaire carrément. Ça peut être aussi publicitaire. Ça peut être un poème, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien un roman et ainsi de suite. Et vous pouvez trouver deux ou trois des types de textes à l'intérieur d'un seul. Dans le roman, vous pouvez trouver, et parfois il bascule du narratif à l'explicatif, ou bien il bascule il met un petit peu de descriptif. Lorsqu'il s'agit aussi d'un poème, il peut mettre aussi du descriptif. Un conte philosophique, il peut être un récit, mais par la suite, il va commencer à argumenter, à vous prouver quelque chose. D'accord, vous arrivez à faire citer quelques... Donc voilà, je vous ai cité quelques types de textes et leur genre. Donnez les caractéristiques des genres ci-dessus. Donc, s'il vous plaît, un conseil que je vous donne, prenez les genres et retenez juste deux petites caractéristiques ou trois. L'idéal, c'est que vous savez aussi, que vous connaissiez aussi le titre. Par exemple, quand on vous dit conte philosophique, Candide Voltaire. Conte philosophique, Candide Voltaire. Contes de fées. Les contes de fées, ce sont les contes des petits-enfants qui finissent toujours d'une manière heureuse. Où le but, c'est aussi d'instruire. Donc, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Donc, pour la comédie, moi, j'ai mis ça. La comédie, c'est du narratif. Il y aura aussi peut-être de le descriptif. Ça peut être aussi, par exemple, du théâtre. Aussi, ça peut être une comédie théâtrale. Les registres qui sont souvent comiques et ironiques. Ironique, ça veut dire que je vais te dire quelque chose, mais je pense le contraire. Tu arrives en retard et au lieu de te dire tu es en retard, je te dis c'est bien aujourd'hui, tu es à l'heure. C'est de l'ironie, ça. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est bien aujourd'hui, tu es à l'heure. Je veux dire plutôt que tu es en retard. Donc c'est ça l'ironie. Donc c'est toujours utilisé dans la comédie. Ces registres-là, quand vous voyez comédie, balancez ça, vous n'aurez aucun risque, ça va être juste. Registre comique et ironique. Donc ça peut aller même jusqu'à satirique, ça veut dire ridiculiser à un point extrême une personne. Narratif théâtral. Par exemple, tragédie, elle peut être narrée. Si c'est du théâtre, ça peut être aussi une tragédie théâtrale. Le registre, il peut être lyrique parce qu'on va commencer à parler des sentiments, on va commencer à parler des souffrances de quelqu'un. Ça peut être le registre épique. Il peut y avoir dans la tragédie souvent un héros qui veut défier, qui veut montrer qu'il est au-dessus du destin. Donc il peut y avoir un registre épique parce que épique, c'est vraiment valoriser les actes de quelqu'un, comme quoi c'est un héros et tout ça. Et ça peut être un registre tragique quand on va voir le champ lexical de la mort, de quelque chose de funeste, de dramatique, parce que je suis navré, mais la tragédie finira par une mort. La fin, elle est... Conte philosophique, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dès que quelqu'un vous dit conte philosophique, Candide Voltaire, Candide Voltaire, Candide Voltaire. Le conte philosophique Candide. Donc il est argumentatif parce que quand vous êtes en train de philosopher devant moi, vous pouvez même parfois utiliser de la poésie, mais vous allez surtout utiliser des arguments. Donc ça va être un registre argumentatif, pardon. Ça va être un registre argumentatif.
Il y aura aussi du récit, mais il y aura aussi de la morale, parce que le but de la philosophie, c'est vous dire plus ou moins qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pas faire, tout ce qui touche un petit peu notre comportement social et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu, je vous ai fait un passage un petit peu bref concernant quelques petites questions qui sont très faciles. Il faut juste savoir les aborder. N'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire, ça me fera toujours du bien. Si toutefois vous êtes intéressé par ma communauté, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un don, il y a un merci en bas avec une petite poche et une petite cagnotte. Donc voilà. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter bon courage. Sincèrement, je croise les doigts pour vous. Je vous dis bye bye et à la prochaine capsule concernant l'autre partie de l'examen.